D'abord, les inondations qui paralysent plusieurs quartiers de la ville d'Abidjan et soulèvent de grosses interrogations. Ensuite, un scandale secoue la gendarmerie. 120 élèves radiés après un test positif à la drogue. Et puis, dans la troisième partie de cette émission, nous nous pencherons sur Assalé Tiemoko, qui a annoncé sa candidature samedi dernier à Yamoussoukro, dans la capitale politique ivoirienne. Simple outsider ou véritable prétendant à la magistrature suprême. Et puis, enfin, quatrième partie, après la marche du PDCI RDA du 14 juin dernier à Abidjan, que gagne réellement le parti et son président et candidat déclaré à la présidentielle Tidiane Thiam. Réponse dans cette émission avec nos consultants et invités. Pour en parler plus, chérie Edith Balé, consultante, bonsoir à vous. Bonsoir Sidi, bonne semaine. Joyeux anniversaire. Merci. Bonsoir à vous, monsieur. Bonsoir, monsieur Sidi. Monsieur Dali, vous êtes écrivain, militant engagé pour les droits de l'homme, c'est ça? Exactement. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, comme lui, pour participer à cette émission, c'est tellement simple. Envoyez juste un mail à rédaction@reflet.tv et vous serez contacté par nos équipes. Bonsoir à vous, monsieur Valentin Zawi. Bonsoir, monsieur Sidi. Monsieur Sidi, pardon, joyeux anniversaire. Merci. C'est moi. Eric Béala, journaliste, analyste, bonsoir. Bonsoir, Sidi. Et joyeux anniversaire. Merci également. Alors, très honoré, tout de suite en place au premier sujet de cette émission. Inondation à Abidjan, plusieurs quartiers paralysés par la montée des eaux. C'est un phénomène que nous vivons chaque année. Nous allons essayer de comprendre ce phénomène. La première question adressée à Eric Balé. Comment vous expliquez la récurrence des inondations en saison des pluies à Abidjan? Et puis, quelle est votre lecture de la situation en général? Ok, merci. C'est vraiment très simple. Les responsabilités sont à 4 niveaux. Nous avons d'abord l'incivisme de nos concitoyens. Vous voyez tous les papiers qu'on jette dans la rue, les femmes qui vendent, qui jettent tout dans les caniveaux. Et donc, il y a l'incivisme des citoyens. La deuxième chose, c'est l'insuffisance de responsabilité du ministère en charge de la salubrité. Parce que les caniveaux drainent les eaux pluviales et en principe, quand la saison des pluies approche, il y a lieu de les curer. On ne le fait pas et c'est en pleine saison pluvieuse. On cure les caniveaux, on n'envoie pas aussi les déchets loin des caniveaux, on les met au bord. Quand la pluie arrive, ça retombe dedans. Bon, franchement, on comprend pas. L'autre responsable et le plus grand responsable, c'est le ministère de la Construction. Parce que on sait pas comment ils font leur lotissement. Parce que j'ai vu sur la toile les gens accuser, par exemple, le maire de Cocody, mais c'est pas lui qui approuve les lotissements. C'est le ministère de la Construction qui, en faisant ces lotissements, doit tenir compte du passage de l'eau. Mais on lotit toutes les parcelles sans en tenir compte. Donc, il y a des gens qui construisent sur les passages de l'eau, il y a des gens qui construisent sur les caniveaux, et puis après, ça donne ce résultat-là parce que l'eau force pour trouver son passage. Évidemment, les mairies aussi ont leurs responsabilités. Normalement, la direction technique des mairies devrait identifier tous les points critiques dans leur commune et puis parler avec le ministère en charge de l'assainissement pour trouver des solutions. Donc, l'ONAD, qui est l'Office national de l'assainissement et du drainage, est l'un des plus gros responsables parce que eux, ils sont là pour piloter des projets d'assainissement. Donc, c'est eux, en principe, qui devraient aussi identifier tous ces points critiques et veiller à les traiter avant la saison pluvieuse. Bien, monsieur Julien Dali, pourquoi les mêmes quartiers sont-ils toujours victimes des inondations à Abidjan? Très souvent, on entend Rivera Palmeraie, Marcory également. Merci. Et je pourrais simplement dire que Madame Pulchéry l'a presque dit, parce que il faut pas partir, il faut le dire sans langue de bois. Il y a l'urbanisation qui est là, parce que c'est un phénomène. Plus on construit, et quand c'est pas fait dans les règles de l'art, déjà, il faut comprendre que les risques sont là. Et puis, un élément fondamental dont on a parlé, c'est l'incivisme, surtout cela. Parce que c'est vrai, les responsabilités sont réparties. C'est vrai que l'État a sa part de responsabilité dans tout ce qui est fait. Quand tu as parlé le ministère de la Construction, tout et tout, mais la population elle-même a sa responsabilité. Quand par exemple, on nous interdit de construire là, et puis on fait un tourniquet pour venir s'installer, on bloque le passage de l'eau. Et là, c'est déplorable. C'est un peu pour dire, on ne verra pas ça un peu à l'intérieur du pays. Nulle part, jusqu'à preuve de contraire, à l'intérieur du pays. J'ai pas encore entendu qu'il y a une sorte d'inondation telle que ça se passe. Bon, je voulais parler de Lakuta, Gagnoua et autres, voilà. Exactement. On n'en parle pas parce que l'urbanisation n'est pas comme Abidjan. Souvent Abidjan et le sud Congo. Exactement. C'est parce que ici,
plus on construit, plus on se développe, plus quand c'est pas fait dans les règles, avec cet incivisme, quand c'est fait dans l'incivisme, il y a problème. Bien. Éric Bayala, plusieurs raisons ont déjà été données. On va pas revenir sur ces raisons. Que révèle cette situation sur la planification urbaine à Abidjan et puis la responsabilité surtout des collectivités locales? Ce qu'il faut dire à ce niveau, c'est qu'il faut comprendre que une ville a une âme. Et l'âme de la ville est portée par le projet d'urbanisation. Quand vous regardez les grandes capitales, les grandes villes occidentales, ces villes-là sont construites sous un réseau souterrain de canalisation et de drainage d'eau. Mais malheureusement, ici, on a beaucoup vu beaucoup d'entreprises immobilières. Nous saluons effectivement cette floraison parce que ça porte à accroître le logement en Côte d'Ivoire. Mais en même temps, avant que le ministère ne vienne approuver les lotissements, comme on dit qu'il y a des lots qui sont déjà viabilisés. On parle de viabilisation de l'eau, des terrains. Lorsque on a une adduction d'eau, il y a de l'électricité et puis il y a la voirie. Mais on ne s'intéresse pas véritablement au réseau de drainage des eaux, la canalisation souterraine. Parce qu'il faut une interconnexion entre le réseau qu'on appelle souterrain d'évacuation des eaux pluviales. Parce que quand c'est pas fait, ou bien quand vous regardez certains endroits, les caniveaux sont très petits. Or, nous sommes à Abidjan, il y a la forêt du Banco, on a une très forte pluviométrie parce que la ville d'Abidjan, non seulement avec la forêt du Banco est adossée à la mer, on a la lagune. Donc quand il pleut, la densité de pluie à Abidjan est plus importante que partout à l'intérieur du pays. Mais malheureusement, on a le fait que les canalisations ne suffisent pas. Il ne suffit pas d'accorder, comment on appelle ça, un agrément ou bien de viabiliser des lots. Mais à qui la faute? Bon, c'est une responsabilité multiforme. Aussi bien que les gouvernants, notamment le ministère en charge des questions d'urbanisation, sont indexés, mais il y a également la responsabilité non seulement des riverains, des populations elles-mêmes. Parce que qu'est-ce qu'on constate? On voit même souvent qu'il y a des quartiers qui sont viabilisés. Il y a eu déjà des maisons, mais entre les maisons, il y a certains lots qui ne sont pas encore construits. Et pendant que les quartiers sont habités, c'est maintenant que ces propriétaires-là viennent pour construire leurs maisons. Ils viennent, ils versent le sable, ils versent le gravier, ils versent tout ce qu'ils veulent sur la route, le temps de construire. Mais pendant ce temps, quand il pleut, la pluie envoie tout ça dans les canalisations, dans les évacuations. Et puis pour finir, on voit que quand la pluie même arrive, c'est difficile pour que l'eau puisse s'infiltrer. Merci Éric Bayala. Valentin Zawi, est-ce qu'on peut parler d'un échec de la politique environnementale en Côte d'Ivoire? Et je ne vais pas être non plus péremptoire, mais quand on observe ça chaque année, ça donne quand même à se poser des questions. Ça convoque trois choses. Je pense qu'en premier, il y a notre sens du civisme, comme Mme Balé l'a dit. Ça convoque également notre conscience collective, mais aussi notre intelligence collective, parce que c'est quand même extraordinaire que chaque année, au mois de mai-juin, on assiste à ces drames-là. Il faut encore voir ces images qui ressemblaient à l'apocalypse. Il y a quand même, à un certain moment, il faut s'arrêter, parce que, comme on le dit trivialement, tout problème a une solution. On a les ressources humaines compétentes en la matière, donc il faut quand même s'arrêter et puis poser le problème comme il faut, en tout cas l'adresser comme il faut, pour trouver la solution. Il y a encore quelques années, au niveau de l'Indien, on avait ce problème-là. Il y a eu des travaux aujourd'hui, je pense plus qu'on soit dans cette logique. Donc, je pense que il y a la possibilité de régler ces problèmes parce que Cocody Palmeraie, c'est connu. En zone 4, chez vous ici, enfin, il y a des endroits à Koumansi. Donc, à un certain moment, il faut quand même trouver les bonnes solutions pour qu'on en sorte. Et l'une des solutions, je pense, et c'est pas digressant le disant, c'est aussi penser à décongestionner Abidjan. En transférant la capitale politique à Yamoussoukro, ça permet aussi de faire ce qu'il y a à faire. Parce la pluie continue, hein. Même si tout le monde va à Abidjan, à Yamoussoukro. J'entends bien. Maintenant, mais ce que je veux dire, parce que là, on parle d'urbanisation. Comme j'ai dit, nos devises, dedans, il y a la discipline. Malheureusement, il y a beaucoup d'indiscipline. Donc, en attendant qu'on soit un peu discipliné, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça la vraie question. Bien. Monsieur Dali, il y a la question de la conscience collective évoquée par Valentin Zawi. Réaction là-dessus? Oui, ben, c'est pas faux. Parce que toute la responsabilité, elle est de tout le monde. On va quand même pas indexer une partie, c'est-à-dire les gouvernants, et puis laisser la population, parce que chacun est responsable. Et comme je pense que tout le monde l'a dit sur le plateau,
quand Pierre a fait une chose, que c'est pas normal, il faut aussi que chacun en prenne ses responsabilités et puis arrête, parce que il faut que ça s'arrête. Il faut Est-ce qu'il y a amélioration ou situation dégradée? Oui, il y a eu quand même quelques petites améliorations, mais c'est pas suffisant. Par exemple, dans la zone de Riviera à Labra, c'était une zone qui subissait beaucoup d'inondations. Ces dernières années, on n'en entend pas parler là-bas. Mais en fait, ils ont déplacé le problème. Il y a le carrefour de l'Indénié également. Non, vous voyez 9 kilos là. Il y avait Orca Déco de l'autre côté. On a cassé pour libérer à Labra. Mais finalement, c'est le même carrefour de 9 kilos là qui était très inondé encore. Donc, on déplace les problèmes, on ne les résout pas. Il y a un point que je n'ai pas évoqué tout à l'heure, c'est la construction de nos routes. On fait des routes sans caniveau. Ça aussi, ça favorise les inondations. Et puis, bon, il en avait parlé, c'est important aussi d'insister dessus, c'est le dimensionnement des caniveaux. Par exemple, vous avez un ouvrage à l'entrée de Benjerville. Il est dépassé. Donc, normalement, si on avait la culture de l'évaluation, du suivi, on aurait vraiment créé un comité interministériel spécialement pour les inondations. On aurait identifié tous ces points critiques-là et puis on les aurait traités. Il y a des bailleurs qui sont disposés à financer des projets dans ce sens, comme la Banque mondiale, mais bon, je ne sais pas pourquoi ça bouge pas. Éric Bala, les points positifs dans la gestion de ce phénomène à Abidjan. Bon, d'abord, il faut dire que dans un premier temps, point positif, c'est vrai. Pour l'instant, la grande pluie que nous avons eue il y a 2 jours de cela n'a pas encore peut-être fait un bilan de morts, sinon de pertes en vie humaine, mais les dégâts matériels sont importants. Donc, or, dans les années passées, c'était suivi de pertes en vie humaine. Et comme maintenant, on n'en a pas eu, on peut déjà dire que sur ce volet-là, quelque chose a été fait. C'est vrai, on voit de grands travaux d'urbanisation, sinon de curage de caniveaux qui sont faits, de construction de drainage, mais ce que je n'ai jamais compris, ces travaux n'ont jamais pris fin. Ça veut dire que ces travaux commencent et quand nous sommes en pleine saison sèche, vous allez voir que ces travaux vont, on appelle, s'arrêter. Et puis après, on se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les travaux ne continuent plus? Et quand la saison des pluies arrive, malheureusement, on court encore. C'est là qu'on se rappelle que, bon, on avait un tel chantier qu'on n'a pas pu finir. Mais c'est ça. C'est la responsabilité citoyenne comment on appelle ça, de notre responsabilité professionnelle. C'est-à-dire que quand on est responsable, quand on a la charge de mener un projet pour la communauté, il faut que ça soit jusqu'au bout, il faut que ce soit vraiment responsable. Merci, malheureusement, on voit que ça se fait à tâtons. Bien. Valentin, vous avez des solutions, des propositions? Écoutez, comme je dis, je pense qu'on a des personnes qui sont compétentes dans ce pays pour réagir sur ce dossier. Mais en règle générale, je pense qu'on a un gros problème avec la notion de rigueur à tous les strates de nos sociétés. Voilà. Je pense qu'il y a un travail qu'on doit faire par rapport à la rigueur quand on travaille. Si on arrive à faire ce pas, ce pays s'en porterait nettement mieux. Bien. Monsieur Dali, 2 propositions, rapidement. Je pense que, et ils l'ont dit, il faut que nous soyons quand même rigoureux dans le travail et puis la conscience citoyenne. Bien. Monsieur Éric Balé. Oui, je l'ai dit tout à l'heure, faut être sérieux, faut avoir la culture du suivi et de l'évaluation, créer ce comité-là, travailler dès maintenant pour que l'année prochaine, on n'assiste plus à ce genre de scène. Bien, passons maintenant au deuxième sujet de cette émission. 120 élèves gendarmes de l'école de gendarmerie de Torogoué radiés pour usage de drogue. C'est le débat de ce deuxième sujet de votre émission Entre deux News. C'est du lundi au jeudi à partir de 19h50 sur Reflet TV, 208 sur le bouquet Canal+. Émission à suivre aussi sur Facebook et YouTube. Alors, première question, Monsieur Dali, que révèle ce chiffre inquiétant sur la sélection des forces de l'ordre? Que révèle ce chiffre important? Dans la sélection des forces de l'ordre, relatif au sujet, oui. Des 120 élèves gendarmes radiés. À la vérité, c'est vraiment choquant. Et je pense que sans langue de bois, il faut le dire, ce nombre-là, vraiment, il est plus que grand. Il est plus de grand et c'est inquiétant, en fait. C'est inquiétant. Ben, je ne sais pas si déjà on rentre dans le vif du sujet. Oui, allez-y. Voilà. Pour ma part, je pense que radier 120 élèves gendarmes, sans langue de bois, c'est pas une bonne idée. Quelle était la solution donc? Maintenir ces élèves gendarmes? Bon. Dans un premier temps, je pense que ce sont des personnes qui sont formées au maniement des armes. Et quand on les radie,
ils viennent à la maison, mais qu'est-ce qu'ils deviennent? Donc, je pense qu'on n'a pas, qui devrait être suivi, comme elle a dit dans l'autre sujet, il y avait un suivi. Ils doivent être désintoxiqués. Parce que c'est comme un père. Mais ils ne sont pas des toxicomanes, même s'ils consomment la drogue. Non, à partir du moment où ils ont été testés positifs, ça veut dire tout, ça veut tout dire. Et je vais pour dire, pour ceux qui sont, par exemple, de l'autre côté de, je vais prendre Adufou, Gonzague et autres, par exemple. Imaginez-vous un peu, un père qui a fait tout ce qu'il peut pour que son enfant devienne gendarme et qui revient au quartier, par exemple, comme Adufou. Mais qu'est-ce qu'il devient? Mais il s'est exposé à la population, aux personnes qui connaissent des stratégies, comment on roule dans le sable, comment on fait, ils sont très entraînés. Et là, je pense que c'est pas une bonne idée. Il faut les récupérer. Ou c'est un danger social. Il y a la Croix-Bleue qui est là. On les envoie là-bas. Ils sont traités. Et puis bon, on les insère. C'est comme dans un lieu carcéral. Je pense que quand on met quelqu'un dans un milieu de détention, c'est pour qu'il soit corrigé. Et puis, il revient dans la société. Et non pas qu'il soit livré pour compte. C'est un danger. Bien. S'ils viennent comme ça, c'est un danger. Bien, quelle est votre réaction là-dessus, sur cette situation? Oui, ça pose même le problème général même de la drogue dans notre société. Parce que c'est toute la jeunesse. Hein. Nous, quand on était jeunes, bon, je ne dis pas que je suis si vieille que ça, mais quand on était jeunes, la drogue, c'était dans la rue. Aujourd'hui, la drogue est entrée à l'école. La drogue est entrée partout. Même dans nos maisons. Partout. Et donc, ça pose le problème des solutions qu'il faut trouver pour moraliser nos jeunes et puis voir comment les prendre en charge pour réduire ce phénomène dans la société. Maintenant, par rapport à ces 120 gendarmes, d'abord, faut dire merci à la gendarmerie d'avoir eu le courage de publier cela parce que ça aurait pu passer sous silence. On l'a su, c'est bien. Maintenant, il faut pouvoir trouver des solutions. Moi, je pense pour pouvoir régler le problème en amont. Pendant que les gens compétissent, il faut déjà faire ces tests-là pour les extraire. Mais attendre qu'ils arrivent à l'école pour les radier, bon, je pense que c'est pas la meilleure solution. Bien. Est-ce que vous êtes pour leur radiation ou pas? La radiation, je trouve que c'est un peu fort parce que, comme je le dis, toute notre société est affectée par ce fléau-là. Depuis l'administration jusque chez nos enfants. Donc, c'est de trouver des solutions durables. On va les radier. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Ils vont peut-être aller grossir les rangs des délinquants parce qu'ils sont déçus de n'avoir pas pu poursuivre leur carrière, une carrière militaire. Donc, faut voir un peu l'esprit de quelqu'un qui veut une carrière militaire, qui est déçu. Donc, on devrait, moi, à mon sens, les encadrer, comme il a dit là, les désintoxiquer et tout. Peut-être pas les remettre dans le circuit militaire, mais leur trouver en tout cas autre chose à faire, ne pas les abandonner comme ça. Est-ce qu'il faut Parce que c'est pas les seuls en réalité. Est-ce qu'il faut soupçonner des complices internes? Parce qu'on se demande comment la drogue a pu intégrer ces écoles de gendarmerie, cette école de gendarmerie. Oui, ça c'est partout. Il y a forcément des complicités internes. Comment la drogue fait pour entrer? Si ils ont été testés positifs pendant qu'ils étaient à l'école, c'est que ça les a trouvés là-bas. Donc c'est clair que y a un assainissement à faire au niveau même de toutes les structures, hein, toutes les écoles. Bien. Voilà. Éric Bayala, est-ce que vous vous opposez d'abord à leur radiation? Et puis, est-ce qu'il faut soupçonner aussi des complicités internes? Bon, que je m'oppose ou pas, une chose est sûre, ils sont déjà radiés. Donc, je pense que le problème ne se pose plus. Est-ce que la radiation est la solution? Bon, parce que en fait, c'est un danger pour la société. Quand vous regardez la composition du système de défense de la Côte d'Ivoire, notamment de l'armée, la gendarmerie est un corps d'élite. Et donc, pour être pensionnaire dans une des écoles de gendarmerie, il faut vraiment revêtir, j'aurais dit, un comportement qui soit irréprochable. Malheureusement, la question que nous devrons nous poser, ce n'est pas de savoir pourquoi est-ce qu'ils ont été radiés, c'est de savoir que pour être en phase d'admission définitive au concours de gendarmerie, il y a plusieurs étapes, dont les visites médicales. À quoi est-ce que ces visites médicales-là ont-elles servi pour ne pas que on puisse savoir que jusqu'à 120 élèves qui étaient candidats à ce concours-là puissent passer entre les mailles du filet pour pouvoir se retrouver dans l'école de gendarmerie. Donc, il y a la question qui se pose. À quoi ça sert? Parce que je sais que il y a plusieurs étapes. Et parmi ces étapes-là, il y a la visite médicale qui est faite au niveau de chaque candidat. Et donc, si quelqu'un est toxicomane et qu'il y a une visite médicale qui est faite,
Parce que le communiqué qui endosse la radiation de ces gendarmes, on dit que suite à un test médical, ils ont été détectés positifs à la drogue. Mais pourquoi est-ce que ces tests et ces visites médicales qui sont faites avant leur admission à l'école n'a pas pu, qu'on appelle, révéler cela? Ils ont peut-être commencé après leur admission, c'est aussi une hypothèse. Ça, c'est déjà le premier point. Maintenant, le second point, comme Valentin le dit, peut-être que, parce que quand ils rentrent en formation, c'est pour 2 ans. Et donc, si la visite a révélé la prise de la drogue pendant qu'ils sont à l'école de gendarmerie, mais je pense qu'il y a à désespérer. Si les gens sont déjà dans l'école de gendarmerie, où il y a la formation militaire, tout et tout, et que la drogue les y a rejoints, ça veut dire qu'il y a problème. Il y a véritablement problème. Et puis, à côté de ça, tous ces postes, les 120 places ont été déjà budgétisées. Comment est-ce qu'on fait pour remplacer les 120 personnes qui ont été radiées? C'est sur quels critères qu'on va reprendre encore? Est-ce qu'il y aura un concours pour rappeler certains pour combler ce vide-là? Franchement, je pense que la gendarmerie gagnerait à redorer son blason. On l'a connu comme étant une force d'élite. Et si la drogue doit pouvoir retrouver des élèves, en fait, qu'on appelle voilà, dans une école de gendarmerie, il y a vraiment à désespérer. Bravo quand même aux autorités qu'on appelle de la gendarmerie nationale qui, sans faux fuyant, ont décidé d'extirper de leur rang ces 120 personnes. Je m'y oppose pas. Peut-être que c'est pour que ça soit un cas école, c'est pour donner un signal fort à tous ceux qui sont dans les écoles pour dire qu'une fois qu'on est admis à l'école de gendarmerie, c'est un lieu pour d'abord la formation militaire et puis ensuite pour comment mener les enquêtes de police judiciaire avant de sortir comme gendarme et que ce n'est pas le lieu de consommer de la drogue. Valentin Zawi, l'œil du sociologue sur cette affaire. Il y a des faits comme ça qui nous donnent à réfléchir. Mais qu'est-ce qu'il y a d'étonnant? Depuis 1990, le système éducatif, il aura de pâquerettes. C'est l'école qui produit toutes ces personnes-là. C'est même qui demain sont dans notre administration. Il y a aussi l'esprit festif au passage. Il y a un désordre. Voilà. Il n'y a pas un autre mot. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'étonnant il a dit, Éric Bayala, la gendarmerie, c'est un corps d'élite. Il n'y a pas plus valorisant que d'être gendarme. En tout cas, pendant longtemps, c'est cette image qu'on avait. Mais depuis quelques années, voilà ce qu'on constate. Des élèves gendarmes qui touchent à la drogue. Alors, où on veut être optimiste, on se dit, bon, les petits, ils sont rentrés, puis après, ils ont changé. Ou, malheureusement, peut-être qu'avant même d'y entrer, ils faisaient déjà ça. Donc, quand on soit dans un cas comme dans l'autre, ça pose problème. Et je suis désolé, mais bon, on aime aussi bien ici la culture du pardon, oui, non, il faut, à un certain moment, il faut marquer le coup. La Côte d'Ivoire, là, c'est écrit dans notre hymne national, on veut être un pays moderne et modèle. On peut pas continuer comme ça. Si je vais rentrer dans la gendarmerie, je sais à quoi je m'entends. Donc, si, étant à l'école de la gendarmerie, je touche à la drogue et que je suis radié, ben, écoutez, je l'aurais cherché. Après, oui, on peut dire, mais c'est des dangers pour la société, mais ils sont encore plus dangereux si on les garde dans la gendarmerie parce qu'ils vont faire des trafics de drogue étant gendarmes. Il faut remettre de l'ordre. Je pense qu'on a un gros problème. Il faut qu'on sache ce qu'on veut déjà pour notre école parce que dans les pays développés, il y a une vision qui est définie pour l'école déjà. Qu'est-ce qu'on veut obtenir? Moi, je cherche. Qu'est-ce qu'on veut produire comme citoyen par rapport à notre école? Donc ça, il faut le définir. Il faut s'en tenir à ces éléments pour donner à la société des citoyens intégral, respectueux des règles. Parce que tant qu'on n'y arrive pas, mais on sera confronté à des situations qui ne font pas honneur. Est-ce que le système de recrutement est à revoir aussi? Écoutez, j'avoue que personnellement, j'en connais pas les tenants aboutissants. Bon, il faut faire confiance à ceux qui sont en charge. Mais pour la petite histoire, il y a parfois certains de nos concitoyens qui font des témoignages que dans des banques, vous avez des personnes qui viennent pour des opérations et qui ont du mal à écrire et qui sont gendarmes. Ah bon? Moi, ça m'a été rapporté parfois. Donc, quel est le profil des gens aujourd'hui qui rentrent dans nos gendarmeries? Quel est le profil? Je le dis avec des pincettes, mais ça m'a été rapporté. Donc, il faut aussi aller creuser là. Quelles sont les personnes qui rentrent aujourd'hui dans la gendarmerie? Je suppose qu'il y a quand même un niveau qui est requis. Comment on en arrive là? Donc, oui, il faut... Niveau troisième. Voilà, il faut... Voilà. Ouais, ça dépend du niveau aussi. Il y a ben les voilà. Donc, les autres. alors, donc, si on a un niveau 3e minimum, qu'après on a des gens qui ne peuvent pas écrire, bon, il y a quand même ça pose question. Enfin, mais plus sérieusement, je pense qu'il faut revoir tout ça. On essaie de faire avancer les choses dans le bon sens. Je pense que là aussi, il faut faire ce qu'il faut. Dernier tout le temps, rapidement, est-ce que ce scandale reflète un malaise social plus profond? Oui, bien sûr, parce qu'on peut même le voir sur la toile. Presque partout, on en parle. C'est justement pour cela qu'on est là.
si on est là pour en parler, c'est parce que effectivement ce sujet-là, il est vraiment, il est poignant et il faut qu'on en parle et qu'on trouve solution à cela. Voilà, mais si vous le permettez déjà. Allez-y. Voilà, c'était de la responsabilité au niveau. Comment la drogue pourrait rentrer au niveau de la gendarmerie? Je pense de l'école de gendarmerie. De l'école de la gendarmerie. Permettez-moi de dire. Je pense qu'il faut pas qu'on ignore que nos jeunes frères sont très rusés aussi. Voilà, il y a la ruse aussi parce que pour aller là-bas, ils savent qu'à quel moment ils sortent. C'est comme quelqu'un qui est dans un foyer. Il sait que si je sors à 14 heures, mon chef ne sera pas là. Et à 15 heures, je peux prendre. Et puis au-delà de cela, pourquoi les radier? Parce qu'on dit ils étaient en formation. Donc quand on t'a appris là, la formation continue. C'est une formation. Vous êtes conscient que quand il reste, ça devient un danger pour la société? Non, on peut pas. Quand il reste à la gendarmerie. Vous imaginez qu'ils sortent gendarmes? Ils sont déjà élèves. Oui, mais quand on dit qu'ils consomment la drogue. Oui, vous consommez de la drogue. Vous avez été pris. Mais c'est la formation, non? C'est une formation. Quand on dit formation, c'est un tout. En consommant la drogue? Non, j'ai pas parlé de prendre la drogue. J'ai dit qu'il fallait qu'ils soient désintoxiqués. J'ai dit cela. Mais je dis, les mettre dehors, il y a un problème. Quand on dit une formation, là, c'est un processus. On vous a pris. Ils ont été pris. Bon, ils sont traités. Et puis bon, s'il y a lieu, ils continuent. Parce que, ils ne sont plus sous cette pression-là. C'est-à-dire qu'ils sont maintenant, on va dire, presque sains. Donc, ils peuvent continuer le parcours. En les gardant, vous ne trouvez pas que ça risque d'encourager certains à consommer cette substance-là? Oui, ça pourrait, à la vérité, ça pourrait. D'où les radiations. Donc, sans les radiant, en les gardant plutôt, ça pourrait créer un problème. Mais je dis, j'aurais souhaité que, après être traité, il continue. Bien. Monsieur Eric Ballet, ensuite Valentin Zawi, Eric Ballet. On va faire chacun 30 secondes rapidement. D'accord. Il y a des questions auxquelles on n'a pas eu de réponse. Qu'est-ce qui a suscité la décision de ce test? Pourquoi cette promotion-là particulièrement? Est-ce que les années précédentes, ça se faisait? Bon, il y a des réponses qu'on n'a pas. Toujours est-il que cette semaine même, à Logwalé, il y a un gendarme qui a tiré sur un chauffeur de taxi parce qu'il se plaignait de la fumée de la cigarette de ce gendarme. Ça veut dire que même ceux qui sont pas à l'école là, on doit les tester aussi. Parce qu'on ne devrait pas pouvoir tuer quelqu'un simplement parce qu'il se plaint de la fumée de la cigarette tout en sachant que, en principe, on ne fume pas dans les lieux publics, encore moins dans un taxi. Donc, je pense qu'il y a lieu de faire un test à tous les gendarmes, qu'ils soient à l'école ou en fonction. Il y a lieu aussi de faire le tri en amont, comme je l'avais dit là, pendant le recrutement. Voilà. Bien. Valentin Zawi, oui, non, je veux juste dire, en fait, on parle d'une école, fut-elle celle de la gendarmerie, et toute école a un règlement intérieur. Quand on intègre une école, je pense que la première chose qu'on fait, ce qu'on remet aux apprenants ou aux stagiaires ou à ceux qui viennent pour la formation, c'est de leur montrer les règles. Je présume que dans ce règlement, il est strictement interdit de consommer de la drogue. Forcément. Comme dans toutes les écoles. Le bon sens l'exige. Donc, dès l'instant où on agit en connaissance de cause, c'est ce qu'on appelle une faute. L'erreur, j'ai des circonstances atténuantes, mais la faute, je suis informé puis je fais. Il faut appliquer la loi pour que ce pays, on montre le bon exemple. Eric Bayala, pour terminer. Oui, mais je vais dire que déjà, c'est un acte à déplorer, à l'idée de savoir que le chiffre même, il est important. Hein, vraiment. Parce qu'on nous dit 120 personnes. Quand vous regardez l'effectif même de la promotion qui est concernée par ce chiffre, quand on déduit les 120 personnes, je pense que c'est vraiment... Et puis, c'est en même temps aussi bien pour les deux écoles, celle d'Abidjan-Cocody et celle de Toro-Gué. Donc, c'est pour dire, aucune des écoles de gendarmerie n'échappe à cela. Et comme Mme Balé l'a dit, effectivement, est-ce que c'est parce que les autorités, sinon les gendarmes eux-mêmes qui sont en charge de la formation ont été alertés sur la question que, de façon inopinée, ils ont pu, comment on appelle ça, organiser ce texte pour se rendre compte effectivement voilà, pour vérifier l'information. Mais une chose est sûre, quand on vous teste positif à la drogue, je ne pense pas que si vous avez consommé peut-être une fois, pour la première fois, ça va se sentir dans votre sang. Et donc, si on en a arrivé jusqu'à 120, ça veut dire que c'est des gens qui ont l'habitude de le faire. Merci. Donc, la question,
c'est qu'ils étaient déjà consommateurs de la drogue avant même d'arriver à l'école de journalisme. Merci Eric Bayala. Alors, chers téléspectateurs, nous allons marquer une courte pause. On revient juste après. Il y a des sujets encore intéressants, notamment la candidature de l'honorable Assalé Tiomoko à la présidentielle ivoirienne et puis la marche du PDC-RDA tenue samedi dernier. Mais avant, nous tenons à vous remercier, Monsieur Dali, d'être passé sur ce plateau. Merci, On vous accompagne avec cette réclame publicitaire. Merci. Nous sommes de retour de la pub et sommes dans la troisième partie de cette émission. Assalé Tiomoko, le député maire de Tiasalé, président d'aujourd'hui et demain la Côte d'Ivoire et candidat déclaré à la présidentielle ivoirienne d'octobre prochain. Simple outsider ou prétendant sérieux, nous en parlerons avec nos consultants. Rejoint par Gaël Akpa. Bonsoir à vous. Bonsoir Sidik. Merci de nous avoir rejoints. Merci Sidik. Alors, est-ce qu'on peut croire à la candidature d'Assalé Tiomoko en octobre prochain? Alors, il va falloir s'intéresser au profil du candidat en question. C'est quelqu'un qui a bien fait ses preuves ici, en Côte d'Ivoire, depuis Tiasalé, où il a été député maire et tout ça. Député indépendant qui n'appartient à aucun parti politique. Pour répondre directement à la question, je pense que certainement beaucoup de jeunes Ivoiriens se reconnaissent en lui parce que c'est une nouvelle voix. C'est un nouveau visage, parce que lorsqu'on parle de présidentiel, on a toujours l'habitude de voir Laurent Gbagbo, Alassane Ouattara, le président Bédi. De nouveaux visages voilà, aussi, qui n'ont pas eu, qui peinent souvent même à avoir 1%. Non, il n'a jamais été... non, pas lui, mais voilà, effectivement, mais là, c'est un candidat sérieux parce qu'il est beaucoup actif sur les réseaux sociaux. C'est quelqu'un qui bénéficie aujourd'hui d'une certaine popularité. Donc, aujourd'hui, annonçant sa candidature à la présidentielle, je pense qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui se reconnaissent en lui. Mais ce n'est pas nos analyses là qui vont pouvoir consacrer s'il peut être un candidat sérieux ou pas. C'est au soir des élections qu'on pourra voir selon son score, s'il a 20%, s'il a 10%, si le travail était fait. Mais il a un objectif de façon claire à atteindre. Et en fonction de cet objectif-là, on verra ce que cela pourra donner. Bien, puis Chérif Balé, est-ce que vous croyez en cette candidature ou peut-on croire à cette candidature d'Assalé Tiomoko? Bon, moi je pense qu'il ne faut négliger personne. Il a un parcours qui parle de lui-même. Il a fait à un moment donné la fierté de la société civile avant de créer son mouvement. Et il fait partie des rares indépendants qui n'ont pas vendu leur victoire aux partis politiques. Donc, on l'a vu tisser sa toile, on l'a vu rassembler des jeunes autour de lui, on l'a vu porter les combats du peuple. Donc, il n'y a pas de raison qu'il ne puisse pas créer la surprise parce que depuis 2021, il y a une montée en puissance des candidats indépendants et nous pensons que s'il sait mener sa campagne, il n'y a pas de raison qu'il ne puisse pas créer de surprise. Bien. Eric Bayala, comment vous percevez cette candidature de Assalé Tiomoko? Bon, je pense qu'on ne peut pas en vouloir à un citoyen ivoirien d'avoir des ambitions, fut-elle des ambitions présidentielles. Il a estimé qu'il a le coffre, il a l'écran nécessaire pour candidater, pour être candidat à la présidentielle. On ne peut que lui souhaiter bonne chance. Le problème, c'est que ça renforce non seulement la démocratie, et ce qu'il y a à craindre, c'est qu'il ne faudrait pas que demain, on assiste également à une situation à la Thiam. Il est candidat. On attend de voir si, au niveau du Conseil constitutionnel, il respecte peut-être les règles édictées par le code électoral pour ne pas qu'il fasse comme certains candidats qui disent « Ah, je ne savais pas que cet article existait et qu'il ne fallait pas avoir tant de temps pour être candidat. » J'espère que certains confrères journalistes, il remplit toutes les conditions. Nous pensons que le fait d'annoncer déjà sa candidature, c'est déjà une bonne chose. Mais comme lui-même l'a dit, il va à l'assaut du terrain. En politique, ça pardonne pas qu'il soit prêt à recevoir des coups parce que là-bas, voilà, décidément, il est arrivé sur un terrain vraiment qui est suffisamment miné en Côte d'Ivoire. Et donc, en faisant acte de candidature, c'est sûr que les autres partis politiques, ses adversaires, vont donc lui déclarer la guerre anti-griffe. Et je pense que c'est comme sur un ring. Et il va recevoir des coups et lui aussi, il va en donner. Mais une chose est sûre, il faut qu'il s'arme de courage. L'aventure ne fait que commencer pour lui. Je ne peux que lui souhaiter bon vent. Bien, Valentin Zawi, comment vous percevez cette candidature, cette ambition? Et puis, est-ce que son expérience de député maire suffit à convaincre le peuple ivoirien en octobre prochain? Est-ce que l'expérience de député maire suffit?
Non, pas forcément, mais le fait est qu'il a quand même fait, il a tissé sa toile, comme disait, je reprends l'expression de Mme Vallée. Il a fait ses classes. Il a été là parfois quand il fallait défendre le peuple. Hein, c'est l'un des rares députés de la nation qu'on a vu aller au front pour défendre les intérêts des populations. Donc, je pense que tout ça, ça parle aux consciences. Est-ce que le peuple va lui retourner l'ascenseur? Très bonne question. Nous sommes dans un système avec des leaders charismatiques, comme le disait hier un confrère sur notre plateau, où voilà, c'est le milieu politique en Côte d'Ivoire n'est pas un monde de bisounours, hein, ça se serait autrement. On va voir. Il y a une chose, et ça me fait penser un peu à tout ce qu'on a vu cette semaine-là. Les meetings, une chose de réunir une foule, une chose d'avoir des électeurs. C'est deux choses différentes. Donc, oui. Et le seul baromètre, la seule opportunité qu'on a d'évaluer ce que les différents protagonistes valent, ben, c'est l'élection, c'est le scrutin. Donc, c'est à l'issue de l'élection qu'on saura qui pèse quoi et qui est capable de quoi. De quoi. Merci, Eric, de me passer le mot. Donc, voilà, on va, mais moi, je me félicite déjà de ce qu'on avait reçu ici sur le plateau, on avait échangé, il avait gardé le mystère. Mais bon, à la fin, voilà, il a déclaré... Il pourrait être sur ces plateaux cette semaine. Ben, c'est une très bonne chose. Non, après, ce qui est intéressant, quand on est un partisan de la démocratie comme nous autres, on ne peut que se réjouir de cette fraîcheur. Voilà, il y a le préfet Vincent Toby, il y a lui qui s'annonce, et puis il y en a d'autres. Et je pense que voilà, on est aussi dans une dynamique de renouvellement, de renouvellement de la classe politique, parce que de toute façon, on est forcément obligé d'être sur ce chemin-là. Bien. Gaël Lakpa, quelles sont ces forces politiques réelles face à de grands partis traditionnels comme le PDC-RDA, le PPAC et le RHDP? Alors, je dirais, comme première force politique, c'est le fait de ne pas avoir de positionnement partisan. Il n'appartient à aucun parti politique. Vous vous souviendrez que quand on fait les analyses, chaque fois, on voit que lors des élections présidentielles, il y a une bonne partie des électeurs sur la liste qui ne sortent pas. Peut-être que c'est cette troisième voie-là, parce qu'il représente aujourd'hui une sorte de troisième voie. 4 500 000. Voilà. Donc ceux-là, peut-être que c'est ce genre de candidat qu'ils attendent. Donc pour moi, il représente le fait de ne pas appartenir déjà à un parti politique. La troisième voie. Voilà, il représente la troisième voie. C'est un avantage pour lui. Et puis au-delà, je dirais, il est vu aujourd'hui, il jouit de l'image de quelqu'un d'intègre et de courageux. C'est l'image qu'il a. Donc cela emmène plusieurs jeunes à se reconnaître en sa candidature. Il y a le discours aussi qu'on tient dans l'opposition et puis le discours quand on est au pouvoir. Non, c'est vrai, on le dit, mais vous voyez, Tia Salé, par exemple, c'est comme une sorte de test pour lui, une sorte de laboratoire. À Tia Salé, vous allez, avant à Salé et après à Salé, c'est carrément différent. Donc c'est ce qui fait que, avec tout ce qu'il a pu réaliser là-bas, et même à l'Assemblée nationale, lorsque des questions d'ordre national se posent, on voit rarement des députés prendre la parole et puis se charger, prendre des dossiers à corps le bras, sans peur ni je ne sais quoi, mais il est tout le temps sur tous les dossiers, tout ce qui concerne le peuple. Donc finalement, il a réussi à avoir une certaine partie. C'est vrai, c'est pas tout le monde, tous ceux qui sont sympathisants, qui soutiennent sur les réseaux sociaux un peu partout, qui sont forcément électeurs. Mais je me dis que ce nombre de 4 millions et quelques qui est là, qui ne sort jamais, peut-être que c'est à Salé Timoko qu'ils attendaient, peut-être que c'est d'autres candidats de ce type-là qu'ils attendaient. Je ne pense pas qu'il soit un candidat à négliger. Voilà. Donc, puis, Cheikh Balé, est-ce que vous voyez à travers lui un candidat, selon le candidat de la société civile ivoirienne, le candidat des indécis? C'est possible, hein? C'est fort possible, parce que, comme vous l'avez dit vous-même, quand les gens sont dans l'opposition, il y a ce qu'ils disent. Quand ils prennent le pouvoir, il y a ce qu'ils disent aussi. Alors que les trois grands partis ont déjà dirigé. Donc, ils peuvent difficilement convaincre les Ivoiriens sur beaucoup de points que ces candidats indépendants comme Assalé Tiemoko, comme le préfet Vincent Toby pourraient exploiter, d'autant plus que lui, il s'est déjà présenté comme un défenseur du peuple. Donc, je pense qu'on peut lui accorder du crédit. On peut dire qu'il est le candidat de la société civile, puisque avant de créer son mouvement, il représentait aussi la société civile. Donc, mais en même temps, c'est important de dire que le peuple est très ingrat. Je ne veux pas insulter le peuple,
mais lui-même, il a rendu le témoignage d'avoir perdu dans un village parce qu'il n'avait pas distribué de t-shirts. On n'a pas suffisamment de culture démocratique pour voter les gens sur leur projet de société, sur leur background, plutôt que sur ce qu'ils offrent au moment des élections. C'est pour ça que, pour équilibrer les choses, on aurait souhaité que le cautionnement soit réduit, on aurait souhaité que les budgets de campagne soient aussi encadrés, parce que tout ça, à la dernière minute, ça joue malheureusement dans la balance parce que le peuple a faim. Le parrainage. Oui, le parrainage, même ça, on doit carrément supprimer. Bien. Éric Bayala, Saleh Tchimoko, pour vous, est-ce que son combat contre la corruption est un atout électoral? Bon, oui, en fait, tout combat contre la corruption, on n'a pas besoin forcément d'élever au diapason du processus électoral. Il est fait pour assainir non seulement la société et qui est une richesse qui doit être partagée. Non seulement, c'est que toute popularité ou bien toute opportunité n'est pas une possibilité. C'est pas parce qu'on jouit d'une popularité, certainement, qu'on pense être président de la République. On a ici, je le dis avec tout le respect que j'ai pour la fonction des uns et des autres, on a aussi beaucoup d'humoristes ici en Côte d'Ivoire qui sont très populaires, mais est-ce que ça leur donne la possibilité d'être présidentiel ou bien d'être candidat à la présidentielle? Ça, c'est d'abord le premier point. Et comme je voudrais m'arrimer au propos de Mme Balé qui disait tantôt que ici, les partis politiques, sinon la culture même de la politique a un visage qui est particulier, qui est très partisan. Il faut avoir un appareil. Et tous ceux qui ont gouverné la Côte d'Ivoire, cela a été possible grâce à l'appareil qui leur porte. Aujourd'hui, il vient de créer son mouvement, comment on appelle ça, ADCI. Aujourd'hui, demain, la Côte d'Ivoire, qui est un mouvement qui vient de véritablement naître, qui n'a pas encore été éprouvé, qu'on appelle les choses véritablement, parce que une élection locale est différente d'une élection présidentielle. Voilà, une élection locale dans une ville, vous êtes natif de la ville, vous avez comment on appelle ça, une certaine promiscuité avec les populations, vous vous connaissez entre vous, mais c'est différent de l'échelle nationale, parce que d'abord même, il faut avoir la capacité d'être représenté dans combien de bureaux de vote au niveau national. C'est pour ça que les appareils politiques sont le lieu par excellence qui porte les candidatures. En somme, son combat contre la corruption ne suffit pas. Non, ça ne suffit pas. Lui-même, il a dit que c'est vrai, il est candidat, mais il pense qu'il se donne 10 ans pour exercer le pouvoir d'État. C'est-à-dire qu'il est conscient que c'est une candidature test. Parce qu'aujourd'hui, face à Laurent Gbagbo, face à M. Laurent Gbagbo, à M. Alassane Ouattara, à ces grands ténors-là qui animent encore la scène politique, ADCI, c'est vraiment un menu feuilleté. Il y a beaucoup qui ne sont pas encore candidats. Bien. Voilà. Alors, on termine avec Valentin Zawi. Est-ce que Saleh Tchimoko pourrait rallier au-dessus de tous les bords politiques? Et puis, est-ce vraiment un outsider ou un prétendant sérieux? Vive la démocratie. Écoutez, je pense que ce qu'on souhaite, parce qu'on est quand même à 4 mois de ce scrutin, jusque-là on ne parle pas des programmes, des propositions des partis politiques. Dans une démocratie, j'ai failli dire sérieuse, c'est peut-être ça aussi qu'on doit évaluer. Donc il appartient peut-être aussi à vous les journalistes de donner l'opportunité à ceux qui veulent briguer la magistrature suprême de mettre sur la table les propositions pour que les Ivoiriens se déterminent en conséquence. Moi je parle du principe que dans une république, tout le monde peut avoir ce projet-là. Après, c'est la capacité qu'on a à faire des propositions, un projet de société qui soit donc pertinent, un programme de gouvernement chiffré qui soit donc sérieux aussi et qui puisse donc obtenir l'adhésion des populations. Donc, il y a un travail à faire. C'est pas gagné d'avance, quoi. Place au 4e sujet de cette émission PDC-RDA, que gagne réellement le parti et son président Tidiane Thiam après la marche du samedi dernier. Question adressée à Gaël Akpa. Est-ce que la marche, selon votre lecture, a atteint ses objectifs? Selon ma lecture, disons-le, ça a été une marche que je vais qualifier d'historique. Cela fait quand même des décennies qu'on n'a pas vu un parti politique, je parle même au-delà du PDCI, pouvoir organiser une telle marche. On se souvient que la semaine dernière, on avait abordé la question. J'avais dit que ce serait vraiment très intéressant et très beau pour la démocratie en Côte d'Ivoire qu'on voit des milliers de personnes marcher. Le PDCI avait le défi de pouvoir réussir cette marche-là en termes de mobilisation. Ils ont réussi. En termes de sécurisation, ça a été bien. Je profite aussi pour féliciter les autorités
parce que les policiers, les gendarmes et tous ceux qui étaient en charge d'encadrer cette marche-là ont bien fait leur boulot. Tout a bien commencé, tout est bien fini. Et cela, c'est à l'avantage du PDCI. On a vu des personnes disciplinées aussi. Et c'est pour dire quoi, que tout ça, c'est possible en Côte d'Ivoire. Alors, Valentin Zawi, prochaine question. Est-ce que le PDCI-RDA donne l'exemple à travers cette marche pacifique? Oui, en fait, il y avait une musique... L'exemple à toute la classe politique. Tout à fait, il y avait une musique là qui prégnante, ambiante, aller marcher, non, c'est courir, de se faire tuer, il faut que les leaders viennent avec les enfants. Pardon, nous sommes en démocratie. L'article 20 de notre Constitution du 8 novembre 2016 autorise, permet à tout citoyen de manifester pacifiquement. Donc oui, je pense que c'était beau ce qu'on a vu pour le PDCI. Moi, j'avoue que le PDCI, je me suis amusé quand même, c'est quand même 33 ans de gouvernement du président Houphouët-Boigny. Après ces 6 ans, Henri Konan Bédié, de 2002 à 2010, ils ont aussi participé au gouvernement sous le président Gbagbo, et puis 7 ans avec le RHDP. Donc, pendant 54 ans, ils ont géré ou ils ont été associés à la gestion du pouvoir. Donc aujourd'hui, c'est pour dire que le PDCI n'a pas non plus, en tout cas avant 1960, on n'a pas non plus chaque fois vu le PDCI dans la rue. Ce qu'ils ont fait là, c'était beau. Sous la pluie, ils sont sortis. Après, oui, il y a ceux qui vont minorer ou ceux qui vont majorer les chiffres. Bon, ça, c'est leur affaire. Mais pour la démocratie, c'était une très belle image. Bien. Après, ce sera ma chute. Est-ce que la destination était la bonne? Je suis pas sûr, parce que c'est quand même une décision de justice qui fait sortir le président Thiam de la liste électorale. Et non la CEI. Est-ce que c'est la CEI qui... Donc là, bémol quand même. Bien. Éric Bayala, peut-on parler de succès populaire ou symbolique? Bon, je pense que d'abord, cette marche, c'est vrai... C'est un échec. Non, bon, je ne suis pas ceux qui ont organisé, voilà, qui ont organisé, je connais pas l'objectif, mais ce que je peux dire, c'est que c'est d'abord un sentiment de satisfaction personnelle pour le secrétariat exécutif du PDCI et pour l'ensemble de ses militants. Ils se sont réjouis de ce que, aujourd'hui, les militants sont à l'épreuve de ce qu'on appelle l'opposition. Ils sont restés longtemps au pouvoir, 39 ans de gestion. On leur avait même dit qu'ils faisaient, comment on appelle ça, une opposition de salon. Jamais on les a vus dans la rue mener le combat d'une opposition. Donc, ce qu'ils voulaient démontrer, ce n'était pas plus, si vous voulez, le combat peut-être pour lutter contre les, mais c'était d'amener les militants à les frotter aux réalités de ce que c'est qu'une opposition. Et donc, c'est une bonne dose de recharge morale pour l'ensemble des militants du PDCI qui viennent de commencer véritablement ce que c'est que l'opposition à travers cette marche. Maintenant, qu'est-ce que le PDCI gagne? À part cette recharge morale pour l'ensemble des militants et comment on appelle ça, du secrétariat exécutif du PDCI, pour l'instant, ce pourquoi la marche a été organisée, je ne pense pas que dans le landerneau politique, on a pu entendre dire que M. Thiam a été réinscrit à nouveau sur la liste électorale. Donc, pour l'heure, c'est un moment de réchauffement, de conditionnement des militants pour affronter les principes même de l'opposition. C'est ce qu'ils ont commencé. Merci. Voilà. Donc, quelle est pour vous la portée politique de cet événement? Oui, c'est d'une très haute portée politique parce que, comme quelqu'un le disait là, les militants du PDCI étaient taxés d'être des bourgeois, des gens qui bougent pas et tout. Et là, on se rend compte que le PDCI a du sang neuf. Le PDCI est dans une nouvelle dynamique et une dynamique qui implique toutes les générations. Parce qu'à cette marche, on a vu tous les anciens du parti devant, tous les responsables du parti devant, avec le reste. Avec des absents, hein, de grands noms, Jean-Louis Billon, Guy Kawé, que nous n'avons pas vu dans les images. Non, mais tout le monde ne pouvait pas être là. Chacun a son programme. Tout le monde ne pouvait pas être là dans tous les cas. Ce qui est sûr, la majorité était là. Et la majorité a prouvé qu'on doit compter avec le PDCI pour s'affirmer pendant tout ce parcours électoral-là jusqu'à octobre 2025. Ils ont gagné en crédibilité, ils ont gagné en considération même pour toute l'opposition, mais aussi pour nous autres aussi, hein, parce que tout le monde a été agréablement surpris, comme il a dit là. On peut la prendre comme une marche historique, mais en même temps, ça met aussi le pouvoir en place à l'épreuve de la démocratie. Parce que jusqu'à présent,
les marches n'étaient pas vraiment autorisées. À partir du moment où celle du PDCI a été autorisée, c'est un signal pour dire qu'ils sont maintenant disposés à laisser les manifestations pacifiques s'exprimer. Et ça, nous, on trouve que c'est un bon point. On voudrait vraiment remercier les autorités pour cela. Est-ce aussi un enseignement aux partis politiques de l'opposition? Par rapport à quoi? Par rapport aux marches, très souvent en Côte d'Ivoire, qui finissent très mal. Bon, ça finit mal pourquoi? En général... Parce qu'on craignait tous de cette marche, mais c'est bien passé. En principe, les marches sont pacifiques. Maintenant, il se trouve qu'il y a des marches qui sont infiltrées, par qui on n'a jamais réussi à les identifier. Il faudra donc suivre l'exemple du PDC-RDA, sinon se rapprocher de ce parti. Ils ont eu la chance de ne pas être infiltrés, donc il n'y a pas eu de grabuge. Est-ce que c'est une question de chance? Le PDCI a peut-être la recette. Voilà, le PDCI a peut-être la recette. Le PDCI a réussi, c'est que d'autres n'ont pas pu. Je pense pas une histoire de recette. Avant l'organisation d'une marche, les premiers responsables de la sécurité de la marche incombent aux organisateurs. Avant que les forces régaliennes ne viennent, si vous voulez, apporter le maintien de l'ordre public. Quand les organisateurs eux-mêmes, ils s'investissent dans la sécurisation de leur marche, il est difficile que ça déborde. Parce qu'une chose est de convoquer tout ce qu'on appelle, mais il faut que les marcheurs, comme quelqu'un le disait ici, chaque marcheur soit le policier de son ami. Parce que généralement, on vient par délégation. C'est-à-dire que certains viennent de Makori, d'autres... Et comme ce sont les militants de par commune qui viennent dans les villes, ils se connaissent. Mais en général, les partis le font. Des avis rapidement. Oui, non, juste dire qu'une marche, il y a ceux qui appellent à la marche et puis il y a le travail des autorités policières. Donc c'est un travail... qui est fait de façon concertée. Une fois que la marche est bien encadrée, même si les gens veulent l'infiltrer, on peut toujours... voilà. Oui, moi, je pense que ça dépend de l'objet de la marche. Le PDCI marchait sur la commission électorale indépendante. Oui, pour aller demander l'inscription sur la liste de leur leader. Et pourquoi? Parce que la commission électorale, si elle avait organisé la RLE 2025, il n'y aurait pas eu besoin de cette marche. Le président Thiam s'inscrirait et il pourrait compétir. Donc, les enjeux sont limités aux intérêts du PDCI. Donc, les gens n'ont pas vu de raison de s'en prendre à cette marche. Si c'était une marche contre le 4e mandat, par exemple, là, il y aurait eu un enjeu. Oui, je donne... Non, l'objet compte. Ah oui, parce que c'est l'objet de la marche qui suscite certaines réactions. C'est pas mon analyse orientée. Les gens seraient sortis. S'il vous plaît. En fait, moi, effectivement, c'est juste parce qu'on a vu dans ce même pays ici certaines personnes de la société civile marcher pour une question de vie chère et tout ça qui ont été arrêtées. Bon, en général, ces organisations-là, pour revenir sur ce que Eric disait, en général, quand vous voyez une organisation sérieuse vouloir organiser une marche, elle prend déjà toutes ces dispositions. Sécurisation d'abord interne, et puis maintenant on va soumettre aux autorités. Tout est fait en coordination. Maintenant, s'il arrive que des personnes, parce que souvent aussi les autorités n'accordent pas. Vous voyez, souvent il y a ce débat-là. Il y a la marche du PDCI, par exemple, qui a été reportée. On dit que les autorités doivent venir sécuriser. Elles ne doivent pas autoriser. Souvent, il y a ce débat-là. Donc, faut informer. Voilà. Donc, vous voyez que quand souvent les autorités refusent, des gens, ils vont quand même. Merci. Et c'est là que souvent arrive place au carton rouge. Voilà, nous sommes dans le carton rouge, le premier carton de cette émission avec Gaël Lakpa. Carton rouge aux accidents de la route. Parce qu'on va beau en parler, on en parle, mais la répétition étant pédagogique, il n'arrive pas un seul jour en Côte d'Ivoire depuis près d'un mois où il n'y a pas d'accident sur nos routes. À la fin de l'année, je pense que le bilan sera très lourd. Carton rouge, vraiment que chaque citoyen fasse beaucoup d'efforts, stop à l'incivisme, et puis voilà. Puis Eric Balé, carton rouge. Nous sommes en période électorale et il faut faire attention à ce qu'on dit sur les plateaux de télévision. Donc, je voudrais donner un carton rouge à tous ceux qui, sur les plateaux télé, basent leurs analyses sur des mensonges, sur des fausses accusations. Ça fait pas sérieux. Il faut respecter les populations, enrichir le débat. Merci. Eric Bayala, carton rouge. Mon carton rouge, c'est vraiment à l'endroit de la société ivoirienne. Parce que là, nous autres, nous avons été carrément outrés à l'idée de savoir que 120 gendarmes sont radiés parce que testés positifs à la drogue. Il y a des autorités
qui sont en charge de la lutte contre la corruption. Je pense qu'il y a l'autorité de la bonne gouvernance. Et quand une institution d'élite comme la gendarmerie est victime de ce genre de pratique, ça jette vraiment un discrédit sur l'ensemble de notre société. Vivement que les autorités en charge de ces questions-là soient de plus en plus rigoureuses pour que l'image de la Côte d'Ivoire, au lieu de continuer à se salir, à se détériorer, puisse se porter mieux. Vivement que cela change. Valentin Zawi, carton rouge. Alors, je donne un carton rouge républicain à Madame la ministre Belmont Dogo, qui est en charge de la cohésion nationale. On l'a entendu ce week-end à Stalingrad, à Paris, au cours d'un meeting de son parti, avoir des propos désobligeants vis-à-vis des chefs de l'opposition. En sa qualité de ministre en charge de la cohésion nationale, je pense que tous les militants du parti présidentiel peuvent dire ces genres de choses, mais pas elle. Vraiment, il faut aussi que fasse attention. Place maintenant aux chiffres du jour. Notre chiffre du jour, c'est 14. Une collision survenue le samedi 14 juin dernier entre un minicar de transport en commun de type Massa et un véhicule poids lourd a fait 14 morts à Agboville, dont un nourrisson, bien sûr, fait savoir un rapport des pompiers civils de l'Aniébitiassa. Triste nouvelle. Réaction là-dessus, Eric Bayala. Oh, mais c'est vraiment avec émoi et une profonde tristesse que nous avons appris cet accident. Je voudrais déjà présenter mes condoléances aux familles de ces victimes. Et puis, c'est le lieu vraiment de lancer un appel à l'endroit des usagers de la route. Nous sommes en saison pluvieuse, il faut qu'on fasse de plus en plus attention. Parce que ces personnes-là qui se déplaçaient d'un endroit bien précis pour une destination quelconque ne savaient pas qu'en montant à bord de ce véhicule, venaient de prendre rendez-vous avec la mort. Et malgré cela, nos populations sont toujours amenées à se déplacer. Il faut que on ait ce comportement citoyen qui voudrait qu'on respecte le code de la route. Il faut également que la police, la gendarmerie également fasse son travail, de sorte à ce que tous les véhicules qui sont sur nos routes soient des véhicules qui remplissent les conditions techniques en vue de se mettre en circulation. Parce que il y a eu une vidéo qui a été très virale où on voit un camion en pleine circulation, en lieu et place de la pédale de l'embrayage, c'est un fil que le conducteur tient pour accélérer. Et cette voiture est mise en circulation, ça fait le tour sur les réseaux sociaux. On se demande bien comment est-ce que les autorités en charge de la régulation de la circulation puissent laisser ce genre de véhicules. Vivement que tout cela s'arrête une bonne fois pour toutes et que emprunter nos routes ne soit pas forcément le rendez-vous de la mort. Ça doit être le lieu où on puisse véritablement se déplacer pour assurer notre mobilité. Valentin Zawi. Mes pensées émues et solidaires pour les familles éplorées. Écoutez, on en parlait il y a peu. Il faut de la rigueur. Il faut que chacun fasse son travail. Il faut que les contrôles soient faits par ceux qui sont payés par l'argent du contribuable pour ce travail-là. Et puis comme ça, on épargne des vies. C'est juste triste, mais c'est pas une fatalité. Donc je pense qu'on peut éviter ça. Il y a un gain là-bas. C'est vraiment lourd. 14 personnes sur le coup. Vraiment, je vais le dire en termes africains, yako à toutes les victimes. Mais en même temps aussi, il faut qu'on se rende compte que, j'en parlais tout à l'heure dans mon carton rouge, je ne me suis même pas rendu compte qu'on en parlerait. Ça finira peut-être par créer une certaine psychose. Que finalement, emprunter un véhicule va commencer à faire peur. Parce que chaque jour que Dieu fait, là même où nous sommes en train de parler, peut-être que quand on sort du plateau, on verra encore accident dans tel endroit. Vraiment, il a dit, c'est pas une fatalité, on peut trouver des solutions. C'est dû aussi à quoi? Il y a beaucoup de véhicules qui ne doivent pas, surtout du transport. Personnel, il n'y a pas de... Mais les véhicules de transport, il y en a assez de vieux véhicules et vraiment, c'est à déplorer. Il faut que les autorités fassent l'effort de sauver les populations en retirant un certain nombre de véhicules vraiment fatigués qui continuent quand même de rouler. Merci, on termine avec vous. Oui, ça pose deux problèmes. Le problème de la corruption et puis celui de la cupidité. Corruption parce que maintenant, tout le monde le sait, on paye pour les visites techniques. Donc, les véhicules ne sont pas aux normes et ils roulent. Corruption aussi parce que certains chauffeurs sont payés au rendement, aux normes de voyage. Il y a tout ça qu'il faut contrôler. En tout cas, tout notre système est assez vicié. Et puis, cupidité parce qu'il y a certaines compagnies qui n'ont pas suffisamment de cars,
qui n'ont pas suffisamment de chauffeurs et qui mettent la pression aussi sur les chauffeurs pour gagner. Donc, quand le chauffeur arrive, il est fatigué, on le dope. Ça, moi, j'ai déjà vu ça de mes propres yeux. On le dope et puis on le remet en selle pour un autre voyage. Donc, vraiment, il y a un assainissement à faire dans tout le milieu, sur toute la chaîne, parce que la conséquence, elle est là, c'est les populations, encore une fois, qui payent pour l'inconscience et l'irresponsabilité des uns et des autres. Merci Pulchéri Balé, merci Gaël Lakpa, Eric Bayala et Valentin Zawi. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs. Merci d'avoir suivi cette émission. Rendez-vous demain, 19h50. Pour un autre numéro d'Entre deux News. Que Dieu veille sur vous et sur la Côte d'Ivoire. Faites très attention dans les moyens de transport. Bonsoir.